l'épidémiologie, la qualité des prestations de soins de santé et les personnes atteintes de cancers gastro-intestinaux. Le Dr Murphy est le récipiendaire de plusieurs prix, incluant le prix Étoile montante de 2018. Il était membre aussi du conseil des directeurs pour le rapport de l'impact des maladies inflammatoires de l'intestin et des cancers gastro-intestinaux. Nous sommes très heureux de dire la bienvenue à nouveau à Megan Hutchins pour l'expérience vécue. Megan provient de Saskatchewan, Canada. Elle a été diagnostiquée de colite ulcéreuse sévère en 2002, de cholangite sclérosante primitive en 2015 et de cancer du côlon en 2017. Megan est l'une de nos mentors communautaires numériques par les pairs de grande valeur pour nous. Elle nous tient à cœur. Elle offre du soutien aux autres personnes vivant avec une MII chez Crohn et Colite Canada. Elle est mariée, père de 2 merveilleux beaux-enfants et travaille à temps plein comme assistante de bureau. Comme intérêt, elle adore cuisiner, nager, voyager et se promener avec son chien. Merci à vous deux d'avoir été ici avec nous, d'être ici avec nous aujourd'hui pour aider à mobiliser les gens sur ce sujet important. C'est à vous, Dr. Murthy. Super, merci beaucoup, Shani. Et merci à tous qui sont venus aujourd'hui. Je vais partager ma diapo. Vous la voyez? Donc, merci pour cet accueil chaleureux. Merci tout le monde. Nous allons parler d'un sujet sensible, délicat aujourd'hui, mais un sujet qui est très important. Donc, je suis certain que plusieurs d'entre nous ont expérimenté le cancer sous une forme ou sous une autre dans notre vie, que ce soit la famille, nos amis, ou que ce soit une expérience vécue, une expérience personnelle. Donc, j'essaie de parler de façon plus générale, considérant que le public est varié, mais soyez bien à l'aise de me poser vos questions dans la boîte de questions et réponses. Donc, voici une question de sondage. Donc, comment évalueriez-vous vos connaissances actuelles sur le risque de cancer chez les personnes atteintes de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse? 0, pas du tout, et 10, extrêmement familier avec le sujet. Okay, right across the board. So that's perfect. OK, donc nous avons des gens qui ont répondu à tous les niveaux. Donc, ça va nous donner un peu de contenu pour notre discussion et nous espérons que nous pourrons pousser tous ceux qui sont à 1 ou 0 ou 2 d'aller vers le 10. Donc, je vais commencer de façon très générale. Quel est le cancer? C'est peut-être pas bien compris. Le cancer est une croissance anormale et non régulée d'un tissu qui peut envahir d'autres organes et se propager à des sites éloignés dans le corps. Le cancer peut survenir de nos cellules, qui sont la plus petite unité de notre corps. Et si ce n'est pas contrôlé, il peut entraîner la mort en se répartissant dans d'autres tissus si c'est non traité. Donc, qu'est-ce qui cause le cancer? Donc, bien sûr, il y a un spectre de cancer, mais en général, la plupart des cancers, sinon tous, ont un certain niveau de génétique. Le cancer du côlon, le cancer du sein ont un certain niveau d'hérédité. Et généralement, il y a plusieurs gènes avec une pénétrance variable, dépendamment de l'individu. Et habituellement, c'est une combinaison de plusieurs gènes avec une expression variée qui peut augmenter le risque de la personne.
Au-delà de ces risques de base, il y a aussi des risques environnementaux. Donc, nous avons environnementaux entre parenthèses, car ça peut être l'âge. Si on devient de plus en plus âgé, c'est un facteur reconnu. Le tabagisme, l'alcool, l'obésité, les polluants, l'exposition aux radiations et beaucoup d'autres facteurs de risque. Troisièmement, ce n'est peut-être pas aussi reconnu, mais c'est le facteur de risque immunitaire. Donc, c'est le sujet de notre présentation d'aujourd'hui. Donc, l'inflammation peut aider un cancer à proliférer dans notre corps. C'est le système immunitaire qui empêche le cancer de proliférer. Donc, quand l'immunité est réduite, cela ouvre la porte à la croissance des cellules cancéreuses. De l'autre côté de la médaille, les organes qui sont affectés par une inflammation colonique vont souvent développer des mutations dans leurs gènes et leur génome qui peuvent faire augmenter le risque de cancer. Donc, trop d'inflammation augmente votre risque de cancer et une immunité réduite augmente le risque de cancer également. Il y a également des pathogènes, des virus qui peuvent faire augmenter le risque de contracter un cancer, comme l'EBV, le HPV, le H. pylori. Donc, pour cette présentation, pourquoi est-ce que les MII sont un facteur de risque de cancer? Le MII est l'inflammation des intestins, donc cela peut réduire l'immunité. L'inflammation chronique est responsable de la plupart des symptômes et principalement dans les intestins. Donc, cette inflammation chronique des intestins peut provoquer des mutations du génome des cellules dans ces organes qui ensuite conduisent à l'apparition de cellules cancéreuses. De l'autre côté, comme plusieurs d'entre vous le savez, nous utilisons les immunosuppresseurs pour traiter l'inflammation chronique. Donc, les immunosuppresseurs suppriment l'immunité ou réduisent le système immunitaire, l'action du système immunitaire, mais ils peuvent empêcher le système immunitaire de vous protéger contre d'autres infections ou le cancer. Peut augmenter la capacité de l'organisme de détecter et éliminer les cellules cancéreuses. Ça peut réduire sa capacité. Donc, quels sont les cancers les plus fréquents dans le MII? Ils ont tous été rapportés dans différentes études, mais les preuves probantes existent pour les cancers suivants: le cancer de l'intestin, du côlon, rectum, de l'intestin grêle sont à l'avant-plan, en particulier le cancer colorectal, qui est un cancer commun dans la société. Et si on ajoute l'inflammation chronique, la susceptibilité de développer un cancer augmente. Nous avons aussi les lymphomes, en particulier pour les individus. Which occurs in up to 5% of individuals with IBD. Lymphoma has often been Donc, les lymphomes souvent avec la relation du traitement, en particulier les thiopurines, les Imuran ou le 6-MP, qui sont le Puridol également. Ce sont des traitements de premières étapes depuis plusieurs années, depuis l'explosion des thérapies ciblées. Et d'autres études ont démontré que l'utilisation à long terme de ces médicaments peut augmenter le risque de lymphome. Il n'y a pas les mêmes preuves probantes pour d'autres thérapies que nous utilisons. Donc, nous avons les thérapies anti-TNF comme Alexaman, Remicade ou Simbura. Mais certaines études récentes ont montré que ces thérapies peuvent augmenter la susceptibilité au cancer. Il y a aussi les mélanomes, les cancers de la peau sans mélanone, il y a le traitement chronique à la thiopurine qui peut causer cela. Donc, les cancers de la peau sans mélanome sont habituellement bénins.
est souvent associé à la thérapie de thiopurine. Donc, comme je l'ai dit, d'autres cancers ont été décrits dans les rapports. Mais le jury n'a pas encore déterminé si le cancer est vraiment dû à ça. Nous accumulons toujours les données sur la cause à effet des traitements et le cancer. Comme dans plusieurs domaines, la littérature devient désuète assez rapidement. Nous avons vu l'explosion de nouvelles thérapies dans les dernières décennies, en particulier dans la décennie que nous venons de passer. Il y a des thérapies ciblées pour la maladie du Crohn, ainsi que les changements de paradigme ou des objectifs, comme de se concentrer sur la guérison de l'estomac et des intestins, plutôt que d'essayer de réduire les symptômes. Donc, ce genre de changements dans les idéologies de traitement peuvent changer aussi les susceptibilité au cancer. Donc, l'augmentation de la guérison des intestins, théoriquement, devrait réduire les risques de cancers intestinaux. Mais à l'opposé, si nous augmentons d'utiliser les thérapies d'immunosuppressants, ainsi que de combiner des agents et de les utiliser de plus en plus tôt dans le début de la maladie, peut théoriquement augmenter les risques de contracter un cancer. Donc, ce sont des spéculations. Ces données ne sont pas encore claires pour démontrer le risque de cancer qui sont associés avec les nouveaux agents utilisés. Mais nous sommes toujours dans les débuts de l'évolution de ces traitements. Il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, à la lumière du fait que ça peut être un environnement changeant, nous avons regardé la population. C'est une grande étude qui a été financée par Crohn et Colites Canada. Nous regardons les taux de cancer dans le Canada et nous avons des données populées de l'Ontario. Les chercheurs ont été chanceux d'avoir accès à ces données administratives de santé et qui ont été collectées par des organisations plus larges, mais ils ont été mis à la disposition des chercheurs. Donc, des visites aux urgences, des rencontres avec des physiciens hors clinique et d'autres données ont été mises à notre disposition. Donc ici, on avait plus de 100 000 individus qui ont eu la maladie de MII en Ontario et comparé à plus d'1 million d'individus en Ontario sans la maladie inflammatoire à l'âge et le sexe similaire. Donc on peut comparer des pommes et des pommes. Donc ce qu'on a regardé, c'est les taux annuels de cancer par année sur une étendue de 25 ans jusqu'à 2020. Et on voit sur le graphique ici les taux de cancer sur l'axe vertical. Donc les points rouges sont la population de MII et les bleus sont la population générale. Et ce qu'on peut voir ici, qu'en général, au travers de tous les cancers, les taux de cancer sont relativement stables dans la population du MII. Donc, c'est plus ou moins une ligne à plat. Mais dans la population générale, les taux de cancer ont diminué au travers de tous les cancers. Donc, toute autre chose étant égale, ça nous amène à spéculer que possiblement quelque chose qui a rapport à la maladie ou son traitement, possiblement, peut avoir un impact négatif du risque du cancer dans cette population relative à ce qu'on voit dans la population générale. Si on regarde les périodes les plus récentes, entre 2010 et 2020, on voit une augmentation de divergence des risques de taux de cancer au travers des deux groupes. Et en général, les taux de cancer, c'est 1,25 fois plus haut. Et les morts dus au cancer sont 1,1 fois plus hautes à comparer du MII et comparé avec les gens du même sexe sans MI. Encore, c'est les plus hauts, donc 25% de risque augmenté est un risque à prendre en considération et quelque chose qu'on doit prendre en considération lorsqu'on considère les traitements de surveillance de cancer.
Bien sûr, nous avons plongé plus en profondeur pour regarder une variété de risques particuliers et j'en présente quelques-uns ici. Et ce que nous avons vu, c'est qu'au travers de l'Ontario, à comparer encore à l'âge et le sexe, sans le MI dans la population, parmi les individus qui vivent avec le MI en Ontario, le colorectal ont décliné et à un taux semblable que la population générale. Donc, c'est un cancer où on voit des tendances positives qui nous amènent à spéculer si c'est quelque chose autrement que le traitement qui a un impact possiblement à la surveillance lorsqu'on le fait avec les colonoscopies. Donc, mais de façon converse, la plupart des autres cancers que nous avons étudiés sont soit en augmentation plus rapide parmi les individus avec le MII que la population et où ne déclinent pas autant que la population générale. Donc, c'est le cas pour les cancers ésophageal, cancer pancréatique, mélanoma, gynécologue, les cancers ovariens, cancer du cerveau. Et aussi, on a vu l'augmentation de la cancer de la thyroïde qui a augmenté aussi, le lymphoma qui a augmenté. Et en général, dans les populations de MII, les taux de cancer du sein aussi ont resté assez stables. Donc, c'est les tendances dans le temps, ici en termes de ce qui se passe ici parmi les MII et les gens du même sexe sans la maladie. Donc, on se concentre en 2010 et 2020, les périodes les plus pertinentes, 2010 à 2020. On regarde la pertinence qui reflète combien plus les gens de MII soient plus à risque que ceux sans le MII. Ce qu'on voit, c'est que les individus avec le MII sont à un plus haut risque pour le colorectal, une à deux fois plus élevé. Et vous savez, plus haut, les taux de l'intestin grêle, 7 fois plus élevés que la maladie du Crohn, comme la maladie de Crohn. Et c'est la condition qui affecte le petit intestin. Aussi, le cancer des voies biliaires, 2 à 3 fois plus élevé. Et ensuite aussi, des cancers du pancréas, un peu moins que 2 fois, lymphome, Hodgkin, cancer du poumon, du rein, cancer du cerveau, cancer de thyroïde. Je ne mets pas ces chiffres pour vous faire peur. C'est important de réaliser que le risque relatif est assez bas malgré tout. Lorsqu'on parle de 1 à 100 personnes versus 2 à 100 personnes ou moins, on ne parle pas de chiffres très substantiels, mais plus haut quand même. Une autre chose à se souvenir qui est important et qui est souvent perdu dans la traduction, si on veut dire ici, les taux absolus de cancer dans la population générale sont encore à la baisse. Donc, malgré qu'on voit des tendances à la hausse sur certains cancers et des plus hauts taux parmi ceux avec le MII que ceux sans MII, les taux absolus de ces cancers sont encore relativement bons. On peut imaginer qu'un dans 1 million a un cancer du petit intestin, ça peut être divisé en 5 millions. On parle quand même d'un petit nombre. Donc, vous pouvez vous coucher la nuit et de ne pas être seulement préoccupé du développement du cancer demain. Mais c'est important de réfléchir qu'il y a des risques et que nous avons besoin de continuer à étudier les facteurs de risque qui peuvent modifier et réduire ces risques dans le futur. OK, pour un autre sondage, lequel des éléments suivants ont-ils été diagnostiqués chez vous et des membres de votre famille atteints de MI? Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.
So not surprisingly, Donc, c'est pas surprenant, les plus hauts taux sont colorectal et le cancer de l'intestin grêle et d'autres cancers, des grandes portions, autres pour les cancers qui ne sont pas mentionnés dans la liste. Et malheureusement, la majorité marque aucune, qui est bon. Mais évidemment, plusieurs d'entre nous ont déjà eu des individus dans notre vie qui ont développé des cancers. Donc, c'est la question. Pourquoi est-ce qu'on voit ces tendances? Pourquoi est-ce que plusieurs des taux de cancer augmentent ou qui ne diminuent pas aussi rapidement qu'on observe avec la population générale? Bon, parlant de colorectal, le cancer colorectal, est-ce qu'on voit un déclin dans la population du MII? On peut spéculer que c'est dû à la surveillance endoscopique pré-cancer. Donc, la plupart des individus dans cette auditoire qui ont eu des maladies pour 8 ou 10 ans ou plus long reçoivent des colonoscopies régulières par leurs fournisseurs pour identifier les précancers ou les cancers dans un stage très tôt. Ou ce que c'est encore curable. Mais il peut y avoir un impact d'influence des traitements du MII dans le temps, malgré que le vrai impact sont encore à être accomplis. Bon, les taux du cancer du petit intestin, c'est une tendance qu'on a observée dans la maladie Crohn. Ça pourrait être dû à une variété de facteurs, mais une spéculation, c'est que ça peut être dû à la fiabilité ou de les médicaments. Donc, on croit qu'un des buts de nos traitements qui aide à repousser les opérations, et ça c'est utile lorsqu'on contrôle la maladie. Si on rebondissait au travers des médicaments sans avoir un impact sur la maladie en soi et de retarder l'opération, en fait, on est en train d'augmenter le potentiel de cancer sur un organe. Et ça, c'est une des hypothèses de la raison pourquoi on voit cette tendance. Et finalement, les tendances discordantes pour de nombreux cancers liés au MI par rapport au non-MI, réduisant la capacité de lutte contre le cancer avec une plus grande utilisation de thérapie immunosuppressive. Probablement que ça contribue à un risque de cancer dû à la réduction de la capacité de combattre les cancers. Ce n'est pas à dire qu'on peut éviter le traitement, parce que c'est ce que nous avons à contrôler ici à ce point. Mais je crois que c'est important que nous puissions toujours considérer quelle est la quantité minimale exigée pour contrôler la maladie de façon optimale et d'assurer que c'est parmi nos buts de traitement, pas simplement la maladie en soi, mais aussi comment on va traiter la maladie. Bon, quand on prend les données qui ne vient pas d'un essai de contrôle randomisé, il y a des potentiels d'autres erreurs, d'autres facteurs qui peuvent expliquer les résultats autrement que ce qu'on cherche. Donc, dans cet exemple, c'est possible aussi que l'utilisation augmentée de la vérification du MI de façon intensive par les tests de sang comme le CT ou RIM vont aussi capter d'autres cancers, celles qui n'ont pas été remarquées, possiblement, qui ont eu ou non un effet à long terme, simplement parce qu'on utilise ces différentes modalités pour chercher pour les maladies comme le MI en soi ou l'amélioration dans ces MI. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être quelque chose qui va confondre la recherche, une source biaisée dans la détection. Donc, c'est quoi qui change par rapport à la gestion du MI et qui peut contribuer à ces tendances? Donc, on a parlé de ça un peu. Donc, l'introduction de multiples classes de thérapies ciblées. Il y en a qui sont biologiques, d'autres moins biologiques. L'introduction des biosimilaires, qui sont les mêmes classes de médicaments, plus d'options, plus accessibles. Nous avons vu
dans le travail qui a eu un suivi, c'est l'exponentiel des thérapies biologiques depuis les années 2000. Donc, il y a beaucoup plus d'immunosuppresseurs que le des décennies. Et aussi, on va introduire des thérapies immunosuppressives plus tôt dans l'évolution du MII afin de réduire les complications à long terme. Aussi, on combine les agents immunosuppresseurs et de régimes de traitement intensifié pour obtenir une guérison complète de l'intensité. Pas simplement le symptomatique. Donc, tous ceux-ci vont augmenter le fardeau. Donc, de compter de plus en plus sur les thérapies médicales, à part d'une opération, des fois, le temps de l'opération peut être plus approprié comme traitement et pas un traitement médical. Donc, comment réduire les risques de cancer dans le MII? Bon, premièrement, tel que mentionné, on doit être l'utilisation judicieuse des thérapies, surtout ceux qui ont démontré des signes de cancer. Donc, je dois constamment considérer si oui ou non les doses de ces agents peuvent être réduites. En fait, même si on a besoin de multiples agents opposés à un seul agent, je crois que ça, c'est une question importante qu'on doit se poser. Je crois que les opérations, au temps opportun, si nécessaire, en particulier pour l'intestin grêle, ça pourrait aider à courber le potentiel des taux du cancer du intestin grêle à cause des thérapies médicales futiles. Et finalement, le dépistage et surveillance des systématiques des liaisons précancéreuses ou des cancers précoces. Il y a des lignes maîtresses qui sont disponibles pour le dépistage de d'autres cancers comme le cancer cervical, le cancer de la peau, mais ils ne sont pas aussi rigoureux. Donc, très peu de surveillance pour la majorité des autres cancers qui vont arriver dans la société. On voit les tendances de ces cancers dans la société. Et donc, ça va devenir important de développer des méthodes efficaces pour le dépistage pour une variété de cancers. Donc, quelles sont les recommandations actuelles en matière de dépistage de surveillance du cancer du MII? En fait, les recommandations de base, c'est le dépistage de cancer colorectal par colonoscopie, commençant de 8 à 10 ans après l'apparition de la maladie et qui se poursuit à tous les 1 à 5 ans en fonction des facteurs de risque. Démontrant que lorsque le cancer chlorique est à risque dans la population de MII, et de continuer une à 5 ans. Il y a des recommandations aussi pour les examens de la peau annuellement chez les individus qui reçoivent des thyropurines ou des anti-TNF. Ça tombe sur les dermatologues souvent de déterminer ça. À tous les 6 mois, les ultrasons, RCP, les tests sanguins pour voir le CA19 et tous les 6 mois pour les cancers des voies biliaires et de la vésicule biliaire en cas de cholangite sclérosante primaire ou morbide. Bon, c'est ça qu'on a dans les recommandations, donc c'est pas beaucoup, mais il y a beaucoup de cancers qui sont là et on a un cancer que nous avons établi des kits et quelques autres, les cancers du PSC, qui autrement, il n'y a pas de système bien établi de recommandation de surveillance de dépistage. Bon, les limites du dépistage systématique du cancer. Bon, c'est le manque d'adhésion aux recommandations actuelles en matière de dépistage. Ça peut être un problème de système
une mauvaise pratique des praticiens, un manque de conformité de la part des patients, et une variété de potentiels de raisons. Pour plusieurs, de nombreux cancers ne peuvent être diagnostiqués qu'à l'aide de l'imagerie radiographique CT ou IRM. Donc, les CT, exposition excessive au rayonnement ionisant ou IRM, disponibilité limitée en argent. IRM, c'est une disponibilité limitée, une modalité difficile à pratiquer sur une base régulière sur une population. On a aussi l'absence des tests non évasifs de dépistage des cancers dans le sang et les selles. Bon, il y a plusieurs tests qui ont non évasifs, mais qui n'ont pas été approuvés encore. Mais il y en a d'autres qui sont très dispendieux. Donc, l'absence de ces tests et le risque par certains de ces tests et leur possibilité d'être appliqués de façon systématique dans le dépistage au travers des différents cancers. Donc, souvent, on me demande comment savoir si j'ai le cancer ou si j'ai des enfants. Et bon, ils veulent toujours souvent signaler jusqu'à un stade avancé. La partie ici, la plupart des symptômes ne sont pas des cancers. Les cancers ne se présentent pas de symptômes majeurs avant plus tard dans l'évolution. Et donc, typiquement, si un individu avec le MI développe des symptômes de diarrhée, saignement abdominal, ce n'est pas le cancer qui cause ça. C'est une inflammation de MII. Les cancers intestinaux vont présenter peu de symptômes, des petits symptômes comme les changements dans l'habitude des selles, des saignements rectales intermittents, ballonnement et le manque de fer, qui est une réflexion des problèmes microscopiques. Mais les cancers dans d'autres organes aussi vont se présenter très tard dans leur évolution. Et ça serait le cas pour les différents cancers rectales, pancréatiques, qui sont asymptomatiques jusqu'à ce qu'ils soient avancés. Les lymphomes, c'est un des cancers qui peuvent être présentés avec plusieurs symptômes systémiques, des fièvres non expliquées, des sudations excessives, une perte de poids inexpliquée. Donc ça, c'est l'un des cas où les symptômes peuvent nous notifier qu'il y a quelque chose de sous-jacent. Mais souvent, nous devons faire une recherche pour mieux l'identifier. Donc, les cancers de la peau habituellement ont besoin d'un examen qui ne fait pas mal. Ils ne font pas mal, ils ne font qu'apparaître. Ils vont croître sans même qu'on les attende. Il y a aussi les saignements vaginaux inopportuns qui doivent être enquêtés. Ça peut être un cancer cervical ou un cancer postménopausal. Sinon, les symptômes seront spécifiques à l'organe affecté. Mais je crois que le message principal est qu'habituellement, des symptômes sévères de cancer au niveau gastro-intestinal sont souvent une MII et non un cancer. On m'a demandé de parler un peu des thérapies immunosuppressantes, immunosupprimantes. Donc, il y a de plus en plus de données qui démontrent que les individus qui ont développé un cancer durant une thérapie d'immunosuppressants, ils vont faire traiter leur cancer. Et même si nous continuons le traitement d'immunosuppressants, ils ne seront pas plus susceptibles de contracter un autre cancer. D'autres agents comme le Stelara n'ont pas démontré des risques accrus de contracter un cancer comparé à d'autres individus qui n'utilisent pas ces médicaments.
Il serait recommandé d'éviter les thiopurines si vous êtes à risque de cancer. Il y a des associations très fortes avec certains cancers, en particulier dans les premières 5 années suivant un traitement de lymphome ou de cancer de la peau. En plus, il est suggéré d'éviter le traitement anti-TNF dans les 5 ans suivant le traitement d'un lymphome ou d'un mélanome. Ils étaient au départ les seules thérapies biologiques disponibles. Maintenant, nous en avions plusieurs. Nous avons différentes classes de thérapie. Nous pouvons passer à quelque chose d'autre dans le cas d'une personne qui est en rémission de cancer. Pour conclure, les risques de cancer sont plus élevés au niveau des cancers intestinaux et extra-intestinaux. C'est les personnes atteintes de MII. Les taux de cancer augmentent pour les cancers de l'intestin grêle, du foie, des voies biliaires, gynécologiques, de la peau et de la thyroïde dans les MII. Mais il est important de comprendre et de se souvenir que les taux absolus de cancer restent faibles et que le risque n'est pas beaucoup plus accru par rapport à la population générale. Le recours croissant des traitements immunosuppresseurs et à la persistance de traitements médicaux à la place de la chirurgie pourrait contribuer à l'augmentation des risques de cancer. Cela devra être sous-tendu par plus de données. Ce sont des spéculations en ce moment. Donc, une utilisation judicieuse des thérapies immunosuppressives, des stratégies améliorées de dépistage et de surveillance peuvent contribuer à limiter ces risques. Donc, nous avons beaucoup de domaines de recherche ultérieurs. Il faut comprendre les facteurs de risque des différents cancers des MII, notamment le rôle des thérapies immunosuppressives pour mieux comprendre comment utiliser ces thérapies. Il faut développer des stratégies de dépistage rentables des cancers intestinaux et extra-intestinaux. Le développement de biomarqueurs non invasifs pour la détection du cancer, comme des tests sanguins qui peuvent aider à détecter des cancers précoces ou des pré-cancers. Et finalement, le développement d'algorithmes de stratification des risques pour optimiser le dépistage par coloscopie. Ce sont une série de facteurs de protection. Il peut y avoir une couvrance collective et il faut regarder le risque individuel plutôt que de faire une solution pour tous. Donc, il y a beaucoup de recherches en cours au Canada présentement ainsi que dans le monde. Mis à part le cancer, il y a plusieurs études sur la Crohn et la colite qui sont également financées par le CIHR, le risque du cancer au niveau du MII. J'aimerais aussi jeter la lumière sur une étude que je crois qui est très importante, qui est continue au Canada. Elle est en cours au Canada depuis près d'une décennie. Ils complètent leur recrutement d'ici la fin du mois de mars de cette année. Mais en ce moment, ils recrutent toujours des individus intéressés. Donc, c'est l'étude Imagine Sport. Une étude qui est maintenant dans d'autres pays également. Nous essayons d'investiguer l'interrelation entre le MII et la microbiote et nous irons également utiliser un grand bassin de population de personnes affectées par les MII pour obtenir des échantillons et pouvoir étudier les biomarqueurs, faire des pronostics de maladies pour différentes conditions. Donc, j'ai mis les coordonnées ici à l'écran pour ceux qui seraient intéressés de faire partie de cette grande étude qui, je crois, changera beaucoup des notions que nous connaissons en ce moment. Okay, I'll stop there and pass it over. Donc, j'arrêterai ici et je vous repasse la parole. Merci, docteur, pour cette superbe présentation. Maintenant, je vais passer la parole à Megan qui partagera son parcours avec nous. Hi, everyone. My name is Megan. Bonjour tout le monde. Mon nom est Megan. Je suis mentor de la communauté de numérique de Crohn et colite Canada. Je souffre de Crohn et colite pour plus de 20 ans maintenant et j'ai reçu un diagnostic de cancer du côlon à l'âge de 30 ans en 2017. Donc, un petit historique de mon MII.
On m'a diagnostiqué d'un MI à l'âge de 16 ans et j'ai passé de nombreuses années à lutter contre les symptômes. J'avais des selles sanguinolentes, j'avais besoin d'aller aux toilettes 10 à 15 fois par jour, je devais aller aux toilettes la nuit, j'avais beaucoup de fatigue, de douleurs abdominales et bien sûr des gaz et du ballonnement. En 2014, j'ai réussi à obtenir une rémission de mon praticien pour la première fois depuis que j'ai été diagnostiquée. Ensuite, en 2015, on m'a diagnostiqué d'une maladie du foie appelée la cholangite sclérosante primitive. Puis en 2016, j'ai subi ma coloscopie annuelle. À l'époque, j'étais toujours en rémission de mon MII et je me sentais en très bonne santé. J'avais des selles normales et aucun symptôme de ma colite ulcéreuse. Donc, après la colonoscopie, j'étais certaine que j'aurais de bonnes nouvelles. J'allais rentrer et ressortir et que tout irait bien. Not exactly how it went for me. Malheureusement, ce n'est pas exactement de cette façon que ça s'est passé. Donc, suite à la colonoscopie, mon médecin gastro-entérologue est venu dans ma salle de rémission et m'a dit qu'elle avait trouvé une polype pendant la coloscopie. Elle a dit qu'elle était collée sur la paroi intestinale, cette polype, et que la seule façon que nous pourrions l'enlever de façon sécuritaire serait par voie chirurgicale. Il m'a demandé ce que je pensais d'avoir une telle intervention. Et j'ai répondu que s'il pensait que c'était ce qu'il fallait faire, je me ferais opérer, je vais te faire confiance, je vais faire la chirurgie et on pourra mettre ça derrière nous. Donc, en avril de 2017, j'ai subi une ablation du côté droit du côlon. À cette époque, je ne savais toujours pas que j'avais un cancer. En mai 2017, alors que je me remettais de l'opération à la maison, j'ai reçu un appel du chirurgien. Donc, j'ai répondu et mon chirurgien m'a demandé si j'étais assise. Il a dit, je dois te parler de quelque chose. J'ai dit non. Est-ce que je devrais m'asseoir? Il a dit oui. S'il vous plaît, asseyez-vous. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Il m'a dit OK. J'ai dit OK, je suis assise. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Il a dit, Megan, j'ai analysé 2 fois le rapport pathologique sur le polype qui se trouvait dans votre côlon. J'ai analysé 2 fois et malheureusement, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un cancer. Je me souviens que j'étais dans un état de choc total, que ces mots étaient sortis de sa bouche. Parce que comme je vous l'ai dit, avant cette colonoscopie, je me sentais super bien. Je me sentais en santé. Je n'avais aucun symptôme du cancer du côlon. Je n'avais aucun symptôme de ma colite ulcéreuse. Je me sentais normale pour la première fois depuis que j'avais été diagnostiquée de colite ulcéreuse. Donc, le docteur m'a dit que je devais faire quelques tests, que je devais faire un scan, CT et un PET scan. Donc, pour que tout le monde le sache, un scan CT est une procédure de visualisation médicale qui fait des photos de rayons X du corps et un PET scan utilise un matériel radioactif pour pouvoir détecter des cellules cancéreuses. Donc, pendant que j'attendais les examens complémentaires, j'ai ressenti une grande variété d'émotions. J'étais terrifiée. J'avais peur que ma vie puisse s'arrêter à l'âge de 30 ans. J'ai pleuré pour dormir la plupart des nuits en espérant et en priant que le cancer ne se soit pas propagé ailleurs. Mon beau-fils allait avoir son diplôme d'études secondaires dans 1 mois. Et la seule chose à quoi je pensais avant de me coucher, c'était « S'il vous plaît, je veux vivre pour le voir graduer. J'aimerais voir ma belle-fille graduer également. Je voulais le voir être diplômée du secondaire. »
J'étais également en colère et confuse. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais eu ce cancer et je n'étais pas encore prête à mourir et je n'étais pas prête à quitter mes enfants. Je n'étais pas prête à quitter mon mari et je n'étais pas prête à quitter les autres membres de ma famille. Alors j'étais très en colère, vraiment en colère et effrayée. So I went on to have the CT scan in Donc May. j'ai fait le scanner en mai et un PET scan en juin. Et très heureusement, les deux examens se sont révélés négatifs. Il n'y avait pas d'autres cancers additionnels. Donc, j'étais complètement soulagée. J'étais vraiment heureuse. Ensuite, en juin, j'ai consulté mon oncologue. C'était pour la première et la dernière fois durant cette visite. Donc, l'oncologue m'a expliqué qu'il s'agissait d'un cancer du côlon de stade 2 et que s'il n'avait pas été détecté à temps, je serais morte. Je n'aurais pas survécu. Asking him Je during me our souviens de lui avoir posé la question pendant notre visite. Je lui ai demandé est-ce que ma colite ulcéreuse était la cause du cancer et il m'a répondu qu'il ne le savait pas. Il m'a dit que ce qu'il pouvait me dire, c'était que vu que j'avais des antécédents de colite ulcéreuse, il ne recommanderait pas d'autres traitements, comme la chimiothérapie ou la radiothérapie. Et il m'a dit que ce n'était pas une question de savoir si le cancer allait revenir, mais plutôt quand il allait revenir. Donc, nous nous sommes dit au revoir et je ne l'ai plus jamais revu. So my GI for quite a while, he Donc, wanted mon gastro-entérologue, pendant un moment, voulait me surveiller de très près pour s'assurer que le cancer du côlon ne réapparaissait pas. J'ai donc subi des coloscopies tous les 3 mois pendant 1 an, puis tous les 6 mois pendant 1 an. C'est avant de pouvoir recommencer à subir des coloscopies tous les ans seulement. Et pas beaucoup, quelques temps après ma visite avec mon oncologiste, je suis allée voir mon gastro-entérologue dans son bureau et je me suis assise avec lui. Je lui ai posé la même question. Est-ce que ma colite ulcéreuse a causé mon cancer du côlon? Et il m'a dit non. Il a dit que ma colite était toujours à la gauche, du côté gauche, et le cancer a été retrouvé du côté droit de mon côlon. Donc, en gros, il ne pouvait pas dire pourquoi j'avais eu le cancer du côlon. Alors, je suis restée sans réponse. Mais vous savez, c'est tellement important lorsque nous avons une maladie inflammatoire. Il faut comprendre que le cancer du côlon peut être une complication de notre MII. C'est très important d'être conscient de cela pour que vous puissiez faire des examens, que vous fassiez vos coloscopies. Je suis très, très heureuse de vous dire que je n'ai pas de cancer depuis 7 ans déjà. Je suis à jamais reconnaissante de ne pas avoir à subir la chimiothérapie et je ne prends plus la vie pour acquis comme je le faisais auparavant. Le mot cancer n'est pas un mot que personne ne veut entendre. Et mon diagnostic m'affecte encore aujourd'hui. Ça reste toujours dans mon subconscient, la peur qu'il revienne. Malheureusement, c'est tout le temps là. Alors pour moi, c'est extrêmement important de conscientiser les gens par rapport au cancer du côlon.
C'est l'un des chefs de file, l'une des raisons principales des morts, des décès dus au cancer au Canada. Donc, souvent, nous pensons que ça peut atteindre des personnes qui sont de 50 ans et plus. Ils ne pensent pas que c'est une maladie pour les plus jeunes, mais oui, ça peut affecter les plus jeunes. Et si vous avez une inflammation des intestins, vos chances d'avoir le cancer du côlon sont plus élevées que la population normale. Donc, il est très important de bien gérer votre MII et de faire des coloscopies. C'est l'un de ces cancers que si vous le dépistez assez tôt, vous avez de bonnes chances de survie. Si j'ai un message pour tout le monde qui regarde aujourd'hui, ce serait simplement que les colonoscopies sauvent des vies. Et si vous avez la maladie inflammatoire de l'intestin, c'est si important que vous suiviez les recommandations de votre médecin, que vous fassiez vos coloscopies de façon régulière, même si vous vous sentez en santé, même si vous êtes en rémission de votre MII. Allez faire votre coloscopie. Ça a sauvé ma vie et ça pourrait très bien sauver la vôtre. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Megan, I want to say thank you. Bon, Megan, je veux dire merci d'avoir pris le temps de partager ton expérience, de vivre et d'être avec nous aujourd'hui. C'était vraiment brave de ta part et on apprécie vraiment le temps que tu as pris pour partager cette parole sur le risque du cancer. Donc, un petit rappel, ce webinaire est enregistré. Donc, si vous avez besoin de prendre une pause, s'il vous plaît, faites-le pour votre santé mentale et notre priorité numéro 1. On rentre dans le temps de questions-réponses de ce webinaire maintenant. Si vous avez des questions, faites des commentaires dans la boîte de commentaires en bas de cette barre Zoom. On ne peut pas répondre les questions particulières sur les conditions médicales. La première question de la soirée. Le risque de cancer lié au MI est-il réduit lorsque la personne a été en rémission la plupart du temps? Docteur, la question est pour toi. Très bonne question d'ailleurs. Je crois que ça dépend quel genre de cancer à laquelle vous soulignez. Bon, il n'y a pas de particularité d'études démontrent le changement de risque avec le contrôle de la maladie. C'est une étude qui est vraiment difficile à accomplir. Souvent, la maladie qui rentre va et vient. Donc, on considère, c'est une partie des risques intestinaux, que les fardeaux inflammatoires cumulatifs est ce qui est le plus responsable pour conférer le risque. Donc, par cette logique, on s'attendrait que le meilleur contrôle de la maladie pour toute durée de temps devrait produire le cancer intestinal. Mais on doit garder en tête que le coût de cela vient avec plus d'immunosuppression sur des périodes prolongées. Et l'impact que ça a sur les risques de cancer à l'extérieur des intestins demeure à être déterminé. Merci de partager, docteur. Donc, puisqu'on est sur le sujet, est-ce que vous avez des conseils sur comment approcher le gastro-entérologue pour partager nos préoccupations sur le service? Comment approcher le gastro-entérologue? Non, simplement lui demander. Je crois que le spécialiste devrait être approchable et c'est important, on y pense lorsqu'on gère le MII, donc ne avoir aucune hésitation par quelqu'un qui est versé en MII. Merci. Prochaine diapo. À quelle fréquence le dépistage doit être effectué chez les enfants ou les adolescents atteints de MII? Les signes de cancer sont-ils les mêmes chez les jeunes que chez les adultes? Oui, très bonne question. Je crois qu'on n'a pas fait vraiment du bon travail à bien articuler le tout. Et même, vient m'arriver avec un consensus
ce qui a trait à l'âge et ce que ça fait au risque de cancer dans la population de MI. L'âge est un risque, mais dans la population MI, des fois, c'est ignoré. Parce que souvent, on croit que la maladie en soi est le contributeur majeur de risque, du moins pour les cancers intestinaux. Et tel que mentionné, nous n'avons pas beaucoup d'études, des protocoles établis de surveillance dans le MI. La meilleure, c'est le colorectal à cause de l'accessibilité de la colonoscopie. Présentement, on ne recommande rien de différent pour la population la plus jeune à comparer aux populations plus vieilles. Mais dans ma pratique, je considère l'âge et lorsque je pense à l'intensité pour surveiller un individu, les plus jeunes individus généralement sont plus à risque et c'est utile. Ça nous donne un peu plus de flexibilité parce que les plus jeunes aussi veulent faire la vérification de cancer, la surveillance de cancer. Donc, ça nous permet d'individualiser les approches de dépistage. Donc, je crois que ça vient plus à la pratique que la science. La science, présentement, n'a pas des bons modèles de risque pour ce groupe d'âge. On doit les développer. Et présentement, les jeunes devraient être dépistés de la même façon que les plus âgés, mais je crois que dans nos pratiques individuelles, on utilise cette information pour aider les individualiser ce qu'on fait. Les signes de cancer, est-ce qu'ils sont différents? Pas nécessairement, mais ils peuvent être décrits différemment. On a des plus jeunes individus qui sont moins aptes à se plaindre de symptômes subtils lorsqu'ils sont avec leurs amis et aussi souvent en vieillissant, on commence à se concentrer sur les symptômes. Donc, je crois que ça, c'est le vrai point. Merci, docteur. Il y a la confusion dans les questions qui sont demandées en direct. Il se demande en termes de fréquence à quelle fréquence on doit aller pour les colonoscopies. Oui, présentement, nous avons des recommandations constantes dans les sociétés pour faire le dépistage 8 à 10 ans après un diagnostic. S'il y a des maladies coloniques, ces individus qui sont à plus haut risque pour le cancer colorectal. Et ensuite, de continuer le dépistage, la surveillance entre 1 à 5 ans. Et cette gamme reflète les différents facteurs de risque. Donc, les individus qui ont eu plus de problèmes inflammatoires dans le temps, manifestés par des durées plus longues de la maladie ou des inflammations plus sévères, intenses, peut demander plus de surveillance agressive. Et ceux qui ont démontré les signes d'avoir eu plus d'inflammation intense, des polypes, et demandent une surveillance plus agressive. Avoir des familles rapprochées qui ont développé le cancer colorectal, ça augmente le risque aussi au niveau de la population. Donc, on utilise ces indicateurs, ces symptômes de science et ces facteurs de risque pour déterminer qui on doit dépister de façon plus agressive. De l'autre côté de la médaille, les gens qui ont des bons contrôles de la maladie, qui ont démontré en rémission, pas simplement des symptômes, mais basés aussi sur les endoscopies qui ont eu des colonoscopies répétées, les gens souvent où on va diminuer l'intensité à tous les 5 ans. C'est la gamme dans laquelle on opère présentement entre 1 à 5 ans. Il peut y avoir un temps qui arrive où les intervalles sont rallongés pour ceux qui sont à plus bas niveau de risque. Merci. Prochaine diapo. Lorsqu'on vit avec une maladie qui provoque une vaste gamme de symptômes, comment faire la différence entre ceux liés au MI et ceux liés au cancer?
Oui, je crois qu'on en fait une revue déjà. Ça peut être un défi. Modéré à sévère, les symptômes gastro-intestinaux habituellement ne sont pas la manifestation du cancer, ils sont la maladie en soi ou une infection ou quelque chose d'autre. Les petits symptômes peuvent être plus difficiles à découvrir, les changements de sel, les habitudes de la sel, les crampes, ballonnements, le sang intermittent, les déficiences dans le fer, c'est des petits symptômes qui ne font pas partie de la maladie en soi ou une manifestation du cancer. Je crois qu'on doit considérer aussi le risque. Donc, quel genre de risque et quel genre de facteurs comporte? Est-ce qu'on a eu les maladies à long terme sévères? Y a d'autres membres de la famille qui ont eu le cancer colorectal, le PSC? Et de l'autre côté, est-ce que vous avez partie d'un programme de surveillance? Plus haut le risque, si vous êtes vérifié de façon régulière, le risque diminue parce que quelqu'un est en train de faire la vérification. Donc, vous devez prendre tout ça en considération à votre ligne de base de risque et quels sont les symptômes dans le contexte de ces risques. Donc, pendant qu'on est sur le sujet des symptômes, on avait une question dans la différence entre le côté gauche et droite de cancer et la différence dans leurs symptômes. Oui, c'est intéressant. Bon, le côté gauche, c'est le côlon gauche et le côlon droite, c'est le côlon de droite. Donc, ça implique partie du transverse et la descente gauche. Donc, les symptômes, ils peuvent être les mêmes, qui est des changements très subtils. Mais si on va les différencier, le côté gauche est plus susceptible de produire le rouge. Les couleurs vont probablement être les mêmes si ça arrive dans une région qui est déjà étroite. Ça peut amener plus d'obstruction. C'est plus difficile de passer les selles. Le côté droit, le cancer du côté droit, le manque de fer comme étant le premier signe ou symptôme, sans d'autres symptômes comme changement d'habitude de sel ou de ballonnement de saignement. Mais il y a une gamme là. Et souvent, ces choses-là vont se chevaucher. Je ne crois pas qu'on... Je ne gagerai pas grand-chose sur si le côlon est de côté droit ou gauche. Merci, docteur. Megan, je veux simplement demander s'il y avait d'autres choses à rajouter en termes de la différence des symptômes. Non, pas vraiment. Comme je dis, pour moi, je n'avais pas de symptômes. Je ne me faisais même pas vérifier le fer, possiblement, comme le docteur a dit. Ça aurait pu être un signe du cancer, mais autrement, je n'avais aucun autre symptôme. Oui, c'est commun. Prochaine diapo. Pouvez-vous, je présume que c'est pour toi, Dr. Murphy, pouvez-vous vous en dire plus sur les risques de cancer en lien avec la consommation d'alcool et les MII? Oui, l'alcool, c'est au centre de la société, surtout l'année passée, avec les recommandations par le panel canadien, où ils ont dit que tout alcool n'est pas sécure. Donc, je ne suis pas conscient des données spécifiques de MI. La plupart des données viennent de la population générale qui sont à risque et qu'on peut extrapoler dans la population. Toutes choses étant égales. Il n'y a pas de règles dures. Comme alcool comme toxine, c'est un produit qui sont les cancérogènes. Et le vieux dicton que 2 verres par jour pour une femme, c'est une limite. Et maintenant, c'est descendu à une recommandation de
2 verres par semaine. Donc, on doit considérer vos risques et vos styles de vie. Évidemment, le plus d'alcool qui est bu, le plus grand est le risque qui est pris. Les cancers primaires qui ont été identifiés en association avec l'excès d'alcool sont les cancers gastro-entéraux, la gorge, l'œsophage, colorectal, le foie, le cancer du sein ont été associés aussi. Encore, c'est des associations. C'est simplement de regarder les populations et basé sur les individus, l'historique rapporté de la consommation d'alcool pour essayer d'associer les risques futurs de cancer. Il peut y avoir beaucoup d'erreurs dans l'interprétation aussi, mais certainement, c'est quelque chose qui est relié à l'alcool en soi ou dans le style de vie que les individus peuvent avoir peut amener un plus grand risque de cancer. Donc, c'est tout ce que je peux dire sur le sujet. While we're on the topic, is there a risk of cancer? Il y a un risque de cancer plus haut avec les biologiques en comparaison? En comparaison à l'alcool ou? Ben, général. Les risques rapportés associés avec les biologiques sont surtout ce que j'ai mentionné déjà. Des études sélectionnées qui ont suggéré un plus haut risque lymphome, mélanoma, avec le anti-TNF, Remicade, Humira, Cimzia, Simponi. La plupart des études n'ont pas monté ces mêmes risques. Donc, je crois que le jury ne s'est pas prononcé encore sur le sujet, mais il n'y a pas de risque garanti. Par contre, il y a des signaux. Le TNF, c'est les facteurs de nécrose de tumeur. Bon, la molécule essaie de bloquer ça. On pense qu'il y a un risque plus haut. Certainement, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. La réintroduction des TNF, anti-TNF après les traitements anti-cancer, et ça n'a pas démontré la récurrence de cancer, possiblement des risques, des scénarios plus élevés. Donc, je crois qu'en grande partie, ils sont sécures, mais est-ce qu'on peut garantir? Non, on ne peut pas le garantir. Donc, des nouvelles agents sont nouveaux et du moins pour l'anti-23 et 12, Skyrizi, Umvo, les agents qui sortent présentement, rien à date en ce qui a trait aux signes de cancer. Belezimvat, Entivio, pas de signal à date. JAKs sont intéressants, c'est le groupe. Rimvox, Patterson's. So Xeljanz. Xeljanz, les classes de thérapie, une boîte noire avec la FDA. Ça, c'est le résultat d'une étude de pivot qui regardait la sécurité dans les patients plus âgés avec l'arthrite. Donc, il y avait plus de risques de facteurs avec les facteurs cardiovasculaires. Ils ont regardé le risque en général avec les événements cardiovasculaires, les cancers, et dans le contexte, ça va utiliser Tofacent. Donc, des petits signaux pour le cardiovasculaire et tout autre cancer. Donc, ça n'a jamais été démontré dans le MII. Ça n'a jamais été montré dans la plus jeune population. Ça n'a jamais été montré dans le Rainbow, qui est plus sélectif comme JAK inhibiteur. Bon, je ne crois pas que c'est un haut cancer de risque basé sur la totalité des données qui existent. Mais cela étant dit, c'est autant de preuves qu'on a en termes de cancer pour le MI, pour la population ARA et la population potentielle anti-NF. Les thérapies ne sont pas nécessairement convaincantes au travers de toutes les études. Merci d'avoir partagé le fait sur les biologiques.
quelle mesure la prise en charge intérieure de la maladie influe-t-elle sur les risques de cancer après les années de vie avec le MII? Bon, ça a trait une des questions plus tôt avec la maladie qui sont bien contrôlées pour des longues périodes de temps. Ce qui est pertinent ici, c'est que pendant plusieurs années, on n'avait pas de bon traitement. Donc, les individus qui ont vécu avec ça pour 30, 40 ans et plus long, on va passer au travers d'une phase où la maladie était gérée avec Prednisone, azathioprine. Mais souvent, le traitement était ciblé sur les symptômes. Maintenant, nous savons que les symptômes sont le bout de l'iceberg. Et il y a des activités continues de la maladie plus profonde. Donc, les individus qui ont cette maladie depuis un long moment, surtout s'il y avait des maladies étendues sur une longue période, sont probablement à un plus haut risque de cancer intestinal ou colorectal parce qu'ils ont porté des maladies, des fardeaux à long terme qui étaient mal gérés parce qu'on n'avait pas les traitements plusieurs décennies en arrière. Donc, c'est là où je vois cette question qui est pertinente et souvent, on voit les individus comme ça où leur côlon semble être différent. On peut voir que ça a été sur des années qu'elle a porté l'inflammation. Là, ça a changé de l'architecture du côlon. Et souvent, ils vont avoir des dysplasias multifocales, dysplasias de haut grade. Des gens qui ont développé la maladie dans l'ère biologique, peut-être beaucoup moins susceptibles à tout ça s'ils ont été gérés étroitement parce que la possibilité de contrôler la maladie est beaucoup mieux. Donc, la possibilité de cibler la guérison mucosale et l'historique de guérison ont l'absence d'inflammation. Donc, ça va être en termes de cancer colorectal, le cancer du petit intestin. Je crois que c'est là où on a beaucoup de travail à faire pour comprendre les impacts pour le traitement. You did mention dysplasia, and we did have a question. Le dysplasia, on avait une question en direct sur les options de traitement pour le dysplasia. Ça, c'est une encyclopédie en soi. Dysplasia, c'est un pré-cancer. Ce n'est pas un cancer encore. C'est quelque chose qui est en chemin de devenir. La plupart du temps, ils sont visibles et bien démarqués et peuvent être enlevés. Ils sont plutôt invisibles, ils sont tellement petits qu'ils ont besoin de développer quelque chose qu'on voit ou sont très plats de l'intérieur. Donc, des fois, on les trouve de façon aléatoire sur une biopsie à l'aveuglette. Ça devient de moins en moins une chose avec la technologie, la préparation des intestins. Et occasionnellement, les lésions sont donc les lésions qui ont été attaquées par l'inflammation, même si sont bénins, ont besoin de devenir une cicatrice. Donc, le dysplasia peut être enlevé. Il y en a quelques-uns, possiblement, parce qu'ils ne sont pas visibles initialement ou la plaie est déjà depuis un bon moment. Les tests de calprotectine fécale permettent-ils de surveiller les signes de cancer ou d'indiquer votre niveau de risque? Bon, ce n'est pas un test pour le cancer. C'est un test pour l'inflammation. Donc, ce n'est pas validé. Le picocalprotectine, c'est un processus qui est relâché par l'inflammation. Donc, ça nous dit qu'il y a un certain niveau d'inflammation dans les intestins et on l'utilise pour vérifier ou dépister les activités subcliniques. Mais non, ce n'est pas validé ou ce n'est pas conçu pour le dépistage de cancer. Merci. Prochaine diapo. Le risque de cancer augmente-t-il avec le nombre d'années passées avec le MII? À un certain niveau, oui. Mais si la maladie est bien contrôlée,
ce risque est négligible. Je crois que le plus longtemps qu'on a vécu avec une maladie active, le plus haut votre risque devient, mais c'est influencé aussi par votre risque de base, déterminé par la génétique et d'autres risques environnementaux. Donc, la plupart des gens ne développeront pas de cancer, irrespectueux de les styles de vie choisis ou les activités. Mais une plus grande proportion si on a des activités de maladies dans d'autres facteurs de risque. Thank you. Next slide, please. Prochaine diapo. If a person living with IBD Si une personne vivant avec l'MI a un membre de sa famille chez qui un cancer a été diagnostiqué, cela augmente-t-il davantage son risque de cancer? Je sais que tu en as parlé assez souvent déjà. Oui, c'est mieux établi pour le côlon. Pour le cancer du sein aussi, et certaines spécifications de mutation qui sont accessibles pour les tests colorectales. Les indications sont typiquement accessibles pour les tests à l'extérieur des recherches, mais on a des données épidémiologiques qui démontrent que ceux qui ont un membre de la famille, surtout diagnostiqué à un jeune âge, sous l'âge de 50, dans une étude particulière, ont montré un plus haut risque de développer des néoplésias ou le cancer du côlon, le gradysplasia. Mais avec multiples familles ou deuxième niveau de famille, le plus loin que la famille, le moins que le risque est élevé, mais si on commence à multiplier les nombres de gens, donc une contribution de génétique qui peut augmenter votre susceptibilité. Donc, moins de 50 ans, c'est le facteur de risque normatif que nous utilisons, mais il y a d'autres critères aussi reliés à la famille. Merci. Prochaine diapo. Que suggèrent les recherches sur le lien entre la consommation de viande rouge et le cancer? Y a-t-il des aliments qu'il faudrait moins consommer pour réduire le risque de cancer? Donc, ceci provient aussi de la littérature. Donc, les régimes qui sont élevés en gras saturé et en viande versus les régimes qui sont plus élevés en légumes et poissons a été associé avec un risque plus élevé de cancer. Donc, ce n'est pas un facteur de risque majeur. Alors, ça n'influence aucune recommandation au niveau du dépistage du cancer ou de la surveillance ou du contrôle du cancer. Mais pour quelqu'un qui est déjà à risque, dû à des risques génétiques ou d'autres raisons, s'il consomme également un régime alimentaire qui est élevé en gras saturé, auront un risque légèrement plus élevé de développer un cancer du côlon. Amazing. Thank you, Dr. Murthy. And Megan, thank you for taking the time. Merci, Dr. Murthy, et merci, Megan, d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Encore merci pour tout d'avoir été ici avec nous. Si vous avez besoin de soutien ou avez des questions, vous pouvez nous envoyer un courriel à apprendre chez chronicolitis.ca. Il nous reste une dernière question pour ce soir. Comment évalueriez-vous vos connaissances actuelles sur le risque de cancer chez les personnes atteintes de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse? Donc, la même question qu'au départ. That's better. Ah, ça c'est mieux comme taux de succès. Let us know how we did and what you liked covered in future events. Please take 60 seconds. Alors, si vous avez aimé ce que nous avons fait et que vous aimeriez être à des événements à venir, prenez 60 secondes à la fin de cette présentation pour nous donner votre avis. Un message apparaîtra sur votre écran bientôt. Nous avons également Crohn et Colite Connect, qui est une nouvelle communauté de soutien en ligne
vous pouvez commencer à vous connecter. Vous pouvez aller sur croneécoliteconnect.ca ou vous pouvez prendre en photo le code QR qui est à l'écran. Un grand merci à BG Communication pour l'interprétation simultanée en français. Et suivez-nous sur Crone et Colite Canada. Nous avons différents comptes de réseaux sociaux et vous utilisez @GetGotyCanada. Thank you, everyone, for joining us again tonight. Encore merci à tous de vous être joints à nous ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée.